Bonjour Frédéric, où est-ce que vous êtes là? Alors Laurent, bonjour. On est au pied de la Tour Eiffel. On en parlait dans le journal il y a un instant, où les deux présidents se sont retrouvés hier soir pour un dîner entre amis au Jules Verne. Eh bien, on est juste en face des Champs-Élysées. Regardez bien, il y a le pont Alexandre III, qui est là, le plus beau pont de Paris. Et puis à gauche, le Grand Palais, à droite, le Petit Palais. Deux palais qui sont au bord des Champs-Élysées, là où vont défiler les troupes. Alors, nous sommes ici, en fait, pour tout vous dire, sur l'esplanade des Invalides. Là, l'hôtel des Invalides, majestueux, voulu par Louis XIV. Il s'appelle les Invalides parce qu'il était destiné à accueillir les soldats blessés pendant les guerres de Louis XIV. Et puis depuis, hier comme aujourd'hui, les soldats blessés sont accueillis ici. Et à chaque fois des cérémonies évidemment importantes. Mais là où nous nous trouvons, ici même, c'est là que le président Macron a accueilli hier le président Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, invité d'honneur, lui et son pays. Parce qu'en cette année 2017, on le rappelait, vous le rappeliez, c'est le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis, voulu par le président Wilson, voté par le Congrès américain le 6 avril 1917. Les États-Unis entrent en guerre avec leurs alliés, à côté de leurs alliés. Et que font-ils? Ils vont débarquer en France, à Boulogne-sur-Mer, ils vont débarquer aussi à Nantes, ils vont débarquer à Bordeaux, à Saint-Nazaire, entrer en contact avec la dureté de la guerre. Mais l'année 1917, c'est aussi la terrible, la dramatique offensive du chemin des Dames. 1917, c'est aussi le 4 juillet, à l'occasion de la fête nationale américaine, le passage du colonel Stanton devant la tombe de Lafayette et qui lance ce cri que l'on connaît encore aujourd'hui, Lafayette, nous voici. 1917, c'est aussi et surtout l'entrée des chars dans la guerre. Je vous propose des images d'archives qui nous permettent de voir, de visualiser, de comprendre quels sont ces chars français qui entrent dans le conflit. Il y en a trois principaux. Vous les voyez sur l'image, on va voir au fur et à mesure des images, on va voir à la fois le Saint-Chamond, le Schneider, c'est d'abord le Schneider que vous voyez à l'image, et puis enfin, vous allez découvrir le char Renault FT 17, c'est son nom, on va le retrouver dans un instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces chars, on les appelait des tanks à l'origine. Les Anglais et les Français réfléchissent à ces blindés sur le terrain depuis 1915. On fait des essais, on crée des véhicules incroyables. On appelle ça des tanks, T-A-N-K, parce que ça vient d'un mot anglais qui signifie citerne. C'est dans ces citernes que l'on se baignait en Inde. Donc c'est le côté carré, cube du blindé qui rappelle cette citerne. Voilà pourquoi on a donné ce nom de tank dans un premier temps. Donc les Anglais sont les premiers à nous fournir des tanks sur le terrain, notamment à l'occasion de la bataille de la Somme en 1916. Et c'est à la fin de l'année 1916 que les blindés entrent vraiment en action. Fin 1916, septembre 1917, voilà, c'est entre ces deux dates que les premiers blindés entrent en action, les premiers blindés français. Le travail est difficile. Figurez-vous que les premiers blindés sont équipés de pneumatiques. Oui, de pneumatiques. Et puis très vite, on s'aperçoit que ça n'est pas possible. Avec le terrain effroyable qu'il y a, avec ce qu'il faut franchir, c'est-à-dire les trous d'obus, avec les lignes de fils de fer barbelés. Tout cela, il faut non pas des pneus, mais des chenilles. Voilà pourquoi les premiers blindés français vont être équipés de chenilles, comme on le voit sur nos images actuellement. Alors on commande des gros chars, des chars qui pèsent entre 12 et 20 tonnes. Ce sont les Schneider et les Saint-Chamond. Et puis on va commander le colonel Estienne qui dirige ce côté de l'armée, enfin cette volonté pour l'armée française de fabriquer des chars, demande à Renault aussi de se pencher sur la question, d'où ce char Renault qui vous allez voir à l'image et qui se découvre, qui est beaucoup plus petit que les autres. Et évidemment, ce char Renault, c'est celui que l'on va retrouver dans un instant, parce que ces chars, ça marque un véritable tournant dans la guerre. Justement, Frédéric, ces chars de 1917, effectivement, que l'on vient de voir, vont aussi défiler, paraît-il, sur les Champs-Élysées. Excusez-moi, mais ce sont quand même des antiquités. 100 ans après, est-ce que ça roule encore, ces trucs ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Il y en a certains qui roulent et puis il y en a d'autres qui sont transportés. Tenez, je suis justement à côté d'un Renault FT17. Oui, c'est un char comme celui-là qui a participé à la Grande Guerre à partir de 1917, d'où son nom de FT17. D'ailleurs, c'est bien marqué Louis Renault ici, à Billancourt, constructeur. C'est un char Renault. 2 hommes étaient à l'intérieur. Ce char ne pèse que quelques tonnes.
5-6 tonnes à côté des monstres que sont le Schneider ou le Saint-Chamond. Ici, il y a d'autres véhicules. On va voir défiler sur les Champs-Élysées tout à l'heure, non seulement ce char Renault qui va être transporté puisqu'il ne roule pas lui-même, mais il y a aussi le service de santé des armées qui va être présent. Ça aussi, c'est une révolution en 1917 avec l'apparition des premiers services de santé. Et vous verrez d'autres véhicules. Tous ces véhicules vont défiler dans quelques heures sur les Champs-Élysées à côté de véhicules équivalents version 2017. Merci beaucoup Frédéric. Et tout de suite, on va retrouver Jean-Sébastien Fernandez pour l'actualité sportive. Salut Jean-Seb. Salut Laurent. Alors j'évoquais tout à l'heure en tout début d'émission effectivement la victoire du Français Romain Bardet. On va commencer par Wimbledon parce que des choses se précisent. C'est ça. On connaît, on va dire, l'affiche de la finale dames. Elle opposera l'américaine Venus Williams à l'espagnol Muguruza, Garbine Muguruza. Alors ce sera samedi après-midi à Londres. Franchement, avantage à l'américaine qui a déjà remporté, Laurent, 5 fois le tournoi de Wimbledon. Alors on va voir comment elles se sont qualifiées justement. Venus Williams qui n'a pas trop souffert, elle, pour se qualifier en finale face à la Britannique Johanna Konta. Konta chez elle. Williams, elle est plus puissante, elle est plus offensive, elle est souvent venue au filet, vous le voyez, conclure les points à la volée. Konta dehors. Konta dur, c'était dur effectivement. Et Konta d'ailleurs, elle a encaissé les coups. Elle a été complètement dépassée par la vitesse de l'américaine, comme vous allez le voir sur cet échange. Et voilà, ça a donné à peu près ça. Alors voici maintenant la balle de match. Le score final, il est clair, sans bavure, 6-4, 6-2. Ça a duré 1h13, c'est court. Venus Williams, 37 ans, jouera donc sa 9e finale déjà à Wimbledon. Samedi, sa première finale. Elle remonte, vous savez à quand ? À l'an 2000. Il y a 17 ans déjà. Donc là, voilà à nouveau en finale. Face à elle, Garbine Muguruza, heureuse évidemment après sa victoire sur la Slovaque Magdalena Rybarikova, victoire expéditive. L'Espagnole, elle avait gagné Roland-Garros en 2016. Elle a balayé donc son adversaire hier en un peu plus d'une heure, elle aussi avec autorité. Muguruza, 23 ans, 15e mondial qui s'est qualifié sur cette longue balle de match. Je vous l'ai mis en entier sur le score de 6-1, 6-1. Ce sera sa 3e finale en Grand Chelem. Avec ce résultat, elle est déjà assurée de retrouver le top 10 mondial. Elle va donc retrouver Williams en finale samedi. Alors, c'est pas une mince affaire. Elles se sont affrontées à 4 reprises. L'américaine mène 3-1 dans leur confrontation. Et on voit donc ensemble cette longue balle de match. Vous avez prévenu. Alors, juste encore pour vous dire que les demi-finales hommes se jouent aujourd'hui et qu'elles opposeront Marin Cilic à Sam Querrey et Thomas Berdych à Sa Majesté Roger Federer, pour qui le tournoi est complètement dégagé là pour le coup. Ah oui, alors lui, c'est la voie royale, lui. Voilà. La porte du jardin Wimbledon est ouverte pour lui. Alors, dans l'actualité sportive, il y a du foot, il y a du rallye, mais j'aimerais bien qu'on voit quand même l'image de cette victoire française, enfin surtout de Romain Bardet, surtout qui avait l'air facile, lui, alors que... Le maillot jaune. Surtout dans le Tour de France, on attendait Froome, mais finalement tout est possible. On s'aperçoit avec Romain Bardet, effectivement, impérial hier dans les Pyrénées. Et puis on l'a vu, Christopher Froome qui a perdu son maillot jaune. Ouais. Alors on va revoir ce qui s'est passé parce que ça s'est joué sur la fin de l'étape, avec d'abord donc cette image. Regardez de Romain Bardet qui a du mal évidemment à réaliser. Il savoure son exploit. Le Français de l'équipe AG2R qui a attaqué à précisément 150 mètres de l'arrivée à Peyregude avec l'Italien Fabio Aru. Une attaque imparable qui laisse cet homme-là, Christopher Froome, sur place. Le maillot jaune qui est scotché. Bardet, lui, va résister à Aru et il va donc remporter cette 13e étape dans les Pyrénées. Et du coup, on l'a dit, Laurent, il y a du changement en tête du classement général. C'est lui, donc Fabio Aru, qui est donc en jaune, 6 secondes devant Froome, 25 devant Bardet. Tout est possible dans ce tour. Voilà un petit trio de tête où tout est possible. Aujourd'hui, 13e étape entre Saint-Giron et Foix, une étape très courte, 100 km pour ce 14 juillet. Oui, avec des murs. Exactement, il y a 3 cols, jour de fête nationale, beaucoup de monde sur les routes et puis il faudra moins de 3 heures aux coureurs pour aller à Foix. Allez, du football à présent. Pourquoi ? Parce que Arsenal affrontait en match amical hier l'équipe de Sydney. Lacazette, si je vous montre ces images, voilà, vous avez tout compris. C'est qu'il y a eu ce but, le voici, ce but d'Alexandre Lacazette qui a inscrit donc son premier but sous son tout nouveau maillot d'Arsenal, alors qu'il disputait quand même son premier match, premier but, tout va bien. Donc pour l'ancien Lyonnais, toujours aussi à droit, regardez devant le but. Il n'a pas perdu son sens du but, Lacazette. Un mot de rallye, Laurent, parce qu'on suit depuis le début de la semaine ce fameux rallye entre la Russie, la Chine, 12 000 km, je le rappelle, en 2 semaines. Les concurrents viennent d'achever la 6e étape. C'est Stéphane Peter-Hansel, cette fois, qui a dominé cette étape. Le leader, c'est toujours lui, Sébastien Loeb, sur l'autre Peugeot. Pour l'instant, l'ancien champion du monde des rallyes a évité tous les pièges dans ce rallye. Il est solidement installé en tête. Direction de Xi'an, en Chine. Exactement. La Formule 1 fait le chaud et le froid. Exactement. La Formule 1 avec le Grand Prix d'Angleterre. Ce week-end, ça se passera à Silverstone.
Hamilton, mais on sait que les Anglais sont très très fans de F1. La preuve avec ce roadshow, c'était dans les rues de Londres, on va voir ça en images. Voilà, ils étaient des milliers donc pour cette grande première dans les rues de la capitale britannique avec des F1. Regardez ça, qui ont roulé au cœur même de Londres sur un circuit évidemment improvisé. Alors c'était pas une course, vous l'avez compris, juste un grand show pour permettre aux fans de F1 de voir effectivement les bolides de plus près. Immense succès populaire hier. Et puis cette dernière image, eux aussi ont fait le show. À gauche, il y a Floyd Mayweather, c'est le multiple champion du monde de boxe. À droite, Conor McGregor, c'est la star du MMA, les arts martiaux mixtes. Alors ils se sont copieusement insultés pendant de longues minutes lors d'une conférence de presse. Pourquoi ce face-à-face? Eh bien parce que ces deux-là, ils vont s'affronter le 26 août prochain, ce sera à Las Vegas, un combat atypique. Alors ce sont les règles de la boxe qui prévaudront. McGregor ne pourra pas utiliser ni ses jambes, ni ses genoux. Pariez sur qui, vous? Compliqué. McGregor. Ouais, je crois, c'est compliqué. Je pense quand même. 26 août prochain à Las Vegas. Merci Jean-Sébastien. Il est 7h12 à Paris. Il est 13h12 plus 6h à Pékin où l'on retrouve Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud. Si l'on vous a appelé ce matin, donc ce midi pour vous, c'est que le problème n'est pas la chaleur comme on vient de le voir en Espagne. Le problème c'est la population. On sait que c'est le pays, la Chine, le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants. Et pourtant il y a un problème, il n'y aurait pas assez de naissances. Alors, j'ai du mal à comprendre, parce qu'il me semblait d'ailleurs, Arnaud, que la politique en matière de natalité avait un peu changé du côté de la Chine. C'est vrai, le pays le plus peuplé au monde, où naissent 38 enfants par minute, 54 000 enfants par jour. Ça paraît beaucoup, en France c'est 2150. Eh bien, ce pays manque cruellement de bébés. Alors bien sûr, il y a eu la politique de l'enfant unique instaurée en 1979 pour éviter une explosion démographique. Un enfant par couple maximum sous peine de sanctions allant parfois jusqu'à la prison. Et puis cette politique a été abandonnée en 2015. Mais ça a eu un impact, mais ça ne suffit pas. Alors le gouvernement envisage aujourd'hui très sérieusement d'instaurer une prime incitative pour les couples qui auraient plus d'enfants. Un enfant, ça coûte cher. De plus en plus de Chinois vivent en milieu urbain. Propos, reportage recueillis avec Gaël Caron. Regardez. C'est un incroyable retournement de situation. Pendant des décennies, les parents chinois étaient poursuivis s'ils faisaient un second enfant. Aujourd'hui, le gouvernement envisage de les payer pour qu'ils aient plus de bébés. Ah oui, moi je pense qu'une aide du gouvernement pour un deuxième enfant, ce serait vraiment bien. Élever un second enfant, ça coûte cher. Piscine, cours de piano et son éducation, ça coûte 4 000 € par mois. 4 000 €, rien n'est trop beau pour les petits empereurs de la classe moyenne. Dans des villes comme Shanghai, où le coût de la vie est presque aussi élevé qu'à Paris, dans un pays communiste où les allocations familiales n'existent pas, il y a de grandes chances qu'une incitation financière pour un autre enfant n'aide pas beaucoup de parents à franchir le pas. Et il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, dans les villes en Chine, les deux parents travaillent. C'est donc difficile d'élever un enfant. Encore plus d'en élever un deuxième. Les parents n'en ont tout simplement pas le temps. Retour en arrière, 1979. Deng Xiaoping veut favoriser la croissance économique. Il limite le nombre de naissances et lance la politique de l'enfant unique. 37 ans plus tard, pour la même raison, relancer l'économie, Xi Jinping fait marche arrière et autorise un deuxième enfant. Mais le baby-boom attendu n'a pas eu lieu. 1 300 000 naissances de plus en 2016, ce n'est pas suffisant face au vieillissement dramatique de la Chine et surtout au déclin de sa population active. Et Arnaud, conséquences importantes, voire graves pour la puissance économique qu'est la Chine aujourd'hui, ce déclin de la population active? Oui, conséquences économiques et conséquences sociales. Aujourd'hui, il y a une forte partie de la population qui travaille, mais qui va bientôt partir à la retraite. La Chine risque de devenir vieille avant d'être riche. Il faut savoir, Laurent, qu'en 2050, les plus de 65 ans représenteront plus d'un quart de la population. C'est absolument énorme. L'usine du monde va devoir donc trouver des solutions. Et pour l'instant, eh bien, elle en cherche et elle se robotise donc tous azimuts. Et puis, il y a des conséquences sociales qui seront douloureuses. Qui va payer pour les retraites? Les Chinois, une fois inactifs, se reposent sur leurs enfants pour s'occuper d'eux, mais proportionnellement, les enfants seront moins nombreux. Il est donc primordial pour Pékin de trouver une solution. Il en va de sa croissance, de son économie et de sa démographie. Merci beaucoup, Arnaud.
Bonjour Laurent. Comment ça va? Très bien. Bonjour. Peu à de tous. journaux ce matin, si? Oui, j'en connais qui ont oublié de se lever Ben ouais. ce matin. Je pense à l'Humanité, à l'Opinion, aux Échos, absents des kiosques, à l'inverse de la presse régionale et des principaux titres nationaux que sont Le Parisien, Le Figaro, Libération, Le Monde ou encore L'Équipe. Très important. Ah oui. Et tenez, ça me permet de rappeler que les journalistes n'ont pas de jour férié, à part le 1er mai, 14 juillet, 15 août, 11 novembre, jour de l'an, Noël, tout ça, nous, on ne sait pas ce que c'est. Oui, mais on a d'autres avantages, on peut lire le journal. C'est vrai. Alors, ce qui capte l'attention, ce qui vous étreint ce matin, c'est l'évocation du martyr de Nice. Un an après, la ville s'apprête à rendre hommage aux 86 victimes du 14 juillet 2016. Elle le fera en présence d'Emmanuel Macron et de deux de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, en présence également d'Albert de Monaco. Et dans Le Parisien, eh bien, le maire de la ville, Christian Estrosi, raconte comment il fut projeté sur une scène de guerre. Il comprend à l'époque immédiatement que c'est un attentat. Alors il raconte « Je fonce sur la promenade des Anglais. J'arrive là où se trouve le camion. Le GIPN me demande de mettre les mains en l'air. Je m'identifie. Je vois ma ville jonchée de cadavres. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le silence. On voudrait, en tant que maire, absorber tout le malheur. » Pléthore de reportages et de témoignages dans Le Parisien qui s'attarde aussi sur le sort des enfants à travers le récit d'une maman qui était en train de danser sur La vie est belle quand le camion a surgi. Elle raconte, elle aussi, que les enfants, une fois rentrés à la maison, ont voulu fermer tous les volets de peur, disait-il, qu'ils reviennent pour nous tuer. Elle raconte les cauchemars, la peur de mettre le nez dehors, les bruits qui effraient. Et ce jour où, à l'école, l'un de ses enfants s'est mis à suffoquer parce que la leçon du jour portait sur le 14 juillet 1789. J'étais une mère sévère, dit-elle. Aujourd'hui, j'ai plus tendance à laisser faire, à vivre au jour le jour. Alors sinon, ce matin, du Trump à gogo dans les journaux, attaque en piqué de Libération qui, d'une certaine façon, tente un miroir au président américain, chantre de l'isolationnisme. Un paria à Paris, titre le journal, qui a bien capté la tactique Macron. Elle consiste à offrir à Trump ce que Johan Hufnagel appelle tout le faste de la République pour tenter de le mettre sous une sorte de protectorat français. Ça peut paraître gonflé, mais ça peut marcher, surtout avec un personnage de la trempe de Trump, écrit l'éditorialiste. Alors après, il faut aussi reconnaître que les Américains, dirigés par Trump ou pas, on en a un petit peu besoin, notamment pour neutraliser les djihadistes français égarés entre Mossoul et Raqqa. Ça, c'est le Figaro, sous la plume de Georges Malbruno, qui le rappelle. C'est un petit détail qui explique aussi pourquoi la main d'Emmanuel Macron, comme sur la photo, se pose si chaleureusement sur l'épaule de Donald Trump. Mais c'est dans Le Monde qu'on trouve la meilleure formule pour résumer l'affaire. Macron, il achète du Trump à la baisse, misant sur le fait que les États-Unis restent de toute façon incontournables, quels que soient les errements de leur président. Il achète à la baisse. J'adore, hein. Comme dirait l'autre, banquier un jour, banquier toujours. Mais bien vu. Alors sinon, j'en connais un dont les actions sont à la hausse, Romain Bardet. Curieusement, je n'ai pas vu de ça a bardé hier sur les routes pyrénéennes, mais les faits sont là. Après son premier succès dans les Pyrénées, eh bien Romain Bardet n'est plus qu'à 25 secondes du nouveau leader Fabio Aru. Le maillot jaune est donc à portée de roue pour celui qu'on appelle le cerveau du peloton, et pas seulement parce qu'il court avec sa tête, avec ses mollets, mais aussi avec sa tête. Il est aussi titulaire d'un bac S. Il a étudié le droit public à l'université de Clermont-Ferrand pendant 3 ans, avant de se former au management, la tête donc et les jambes. Oui, et une tête bien faite, et c'est un plaisir d'ailleurs quand il parle de sa course à l'arrivée, et c'était le cas hier, c'est un bonheur, effectivement. C'est un Auvergnat, attention. Oui, ça. C'est aussi une qualité, voilà, avoir fait ses études à Clermont-Ferrand, ce qui n'est pas mon cas. Merci beaucoup. Béatrice qui nous propose ce matin une petite balade amicale dans les allées du musée d'art moderne de Paris avec un trio de tête. On ne parle pas de sport et de Tour de France aussi, mais de 3 artistes qui ont marqué le XXe siècle aussi. Ah oui, Derain, Balthus,
et Giacometti. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre les trois? C'est vrai que c'est très tendance dans les expos à l'heure actuelle de rapprocher des artistes qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils ont vécu à la même époque, qu'ils ont un peu bossé de la même manière, où il y a une influence commune. Ben là, le point commun, c'est que ce sont trois amis. Donc finalement, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre en termes de style, parce que Giacometti, on voit bien qui c'est le plus grand sculpteur certainement du XXe siècle et autres, qui allonge comme ça ses sculptures. Là où Balthus va peindre une jeune fille en jupette, il a été beaucoup critiqué pour ça. On a dit qu'il était peut-être un peu malsain, Balthus, de peindre des jeunes filles dans des positions lascives qui ne sont pas forcément de leur âge, ou de les peindre à quatre pattes avec une jupette un petit peu courte, ça non plus, ça se fait pas tellement. Mais peut-être que Balthus aimait bien choquer. Peut-être qu'il n'était pas très sérieux lorsqu'il faisait ça, mais c'était peut-être un peu de provoque. Et puis ce Derain, qui finalement, on l'a connu peintre fauve, avec des couleurs extrêmement criardes, que l'on retrouve avec des couleurs presque dignes du XVIIe siècle. Vous allez me dire, quel rapport? Ils se sont fréquentés, ils ne se sont pas copiés. Parfois, ils ont peint sur une même thématique ou sculpté sur une même thématique. Mais vous allez voir que malgré tout, c'est très différent. Et pourtant, ça marche ensemble. Regardez. Derain, Balthus et Giacometti étaient des amis, des vrais amis sur la durée. Comme souvent, les amitiés ne sont pas des amitiés qui se regardent en miroir. Et donc forcément, les trois personnalités ont aussi trois expressions plastiques très différentes. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à une sorte de mimétisme comme ça en apparence, mais au contraire à des choses qui se croisent. On a parfois le même modèle, mais vu différemment par l'un et par l'autre. Ce qui les fédère aussi, c'est ce regard commun vers le passé de l'art, la grande peinture de tradition, et en même temps, chacun va apporter son expression personnelle et sa manière de relire, de copier, créer finalement. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est de voir comment Giacometti finalement avait découvert et aimé la peinture de Derain. Mais pas la peinture du Derain fauve avec l'éclatement de la palette, des couleurs, mais la peinture sombre des années 30 et plus précisément encore ses fonds noirs. On a, à partir de la peinture médiévale et de la Renaissance italienne, un regard commun qui va aussi donner cette qualité de la peinture chez Balthus très proche de la fresque, avec des couleurs atténuées, avec les tons gris, les bleutés, et ces bleutés qui reviennent aussi d'une lecture, pour chacun d'ailleurs d'entre eux, assez passionnée de Cézanne. On connaît bien ou mieux le Derain peintre et on connaît mal le Derain sculpteur. C'est Giacometti qui va sauvegarder une grande partie de la production sculptée de Derain qui est totalement connue à une certaine époque. C'est un petit peu à lui aussi qu'on doit de pouvoir montrer aujourd'hui une sélection de sculptures. On voit aussi la manière dont Balthus, finalement, va être un arrangeur de la réalité. Il met le tout dans un univers un peu bourgeois, avec tous ces détails, et puis plein d'éléments qui pourraient être une réalité vécue. Et c'est en fait souvent quelque chose de complètement fantasmé. C'est un érotisme un petit peu comme ça, dérangeant. Il nous pose en voyeur. Les uns et les autres restent trois figures complètement majeures de ce XXe siècle. Pour cette défense de la figuration, peut-être, mais pas simplement. C'est aussi cette espèce d'humanité qui est présente à travers l'œuvre des trois. Chacun, à sa manière, dans son style, va réinscrire cette sorte de solennité de la vie. Magnifique bière, on peut la voir jusqu'à quand? Jusqu'au 29 octobre au musée d'art moderne de la ville de Paris. Trois grands génies quand même. Merci. Et bonjour à vous, Christian Estrosi. Merci d'être avec nous ce matin en direct de la promenade des Anglais. On vous voit ce matin à Nice. Nice qui va donc commémorer aujourd'hui l'attentat du 14 juillet 2016. Il y aura beaucoup d'hommages, des prises de parole, on l'a entendu, des textes lus par des artistes notamment. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous, Christian Estrosi, dans la préparation de cette cérémonie ? C'est d'abord ce partage que nous aurons eu pendant des mois et des mois, puisque quasiment chaque semaine, nous aurons consacré beaucoup de temps à échanger avec les familles. Comment organiser ce 14 juillet sans comprendre, sans nous mettre à la place
sans écouter à la fois des moments de colère, des moments d'incompréhension, mais aussi ces instants de résilience où chacun s'est dit qu'il devait être partie prenante de l'organisation de ce 14 juillet. J'espère que celui-ci sera sans fausse note, mais si tel est le cas, et j'en suis quasiment convaincu, c'est parce que tout le monde aura été totalement partie prenante. Il n'y a pas les autorités d'un côté, les familles de l'autre. C'est ensemble que nous aurons offert à la France entière cette image d'unité, de respect et de dignité. Et justement, Christian Estrosi, vous avez eu l'idée de faire participer ceux qui le souhaitent, la population, les victimes et leurs familles notamment, avec la pose de 12 000 plaques bleu, blanc, rouge, je crois, qui vont à la fin former un message. Quel est le sens de cette commémoration toute particulière, justement? Toute la population niçoise, dont je veux dire combien je suis fier, dont je veux dire combien elle s'est montrée unie, digne et rassemblée, et qui aura vécu toute cette année à la fois dans le respect de la mémoire, dans l'hommage, dans la dignité, en sachant que le devoir de mémoire est une exigence aujourd'hui, et il le sera toujours dans les mois, les années, les décennies à venir, mais en même temps dans l'optique de regarder l'avenir. Et donc chacun devait se sentir impliqué dans cette journée parce que c'est la journée des victimes, de leur hommage, mais c'est la journée de toute une ville qui gardera une cicatrice profonde et où l'ensemble de la population a tout le temps exprimé le besoin et d'être totalement associé à ce rendez-vous. Voilà pourquoi dans une heure de cela, l'hommage participatif commencera. Près de 12 000 d'entre eux auront un geste jusqu'à ce soir 20 heures pour écrire une phrase forte et lourde de signification que tous les Français découvriront ce soir. Alors qu'est-ce qui a changé dans la ville et dans la vie des Niçois un an après, vous qui administrez cette ville au quotidien? Ce qui a changé, c'est que tout simplement chacun a pris conscience que nous devions plus que jamais dans ce monde tourmenté, fait de barbarie, fait de provocation, fait de menaces, essayer de renforcer une cohésion dans toutes les diversités. Nice est une ville cosmopolite, c'est son histoire de 25 siècles en arrière. Et puis il y a des temps dans la République comme cela, où chacun comprend que quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa confession, chacun peut être frappé. Ici, sur cette promenade des Anglais, sans discernement, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants qui ont été frappés. Justement. Et naturellement, tout cela a renforcé les liens entre chacun pour que désormais, même si nous savons qu'après la mort, il y a le deuil, en même temps, derrière le deuil, il y a l'exigence d'écrire de nouvelles pages d'histoire pour donner de l'optimisme et donner de l'espérance à ces générations à venir. Et c'est ensemble que nous avons préparé cela, et c'est ensemble que nous le ferons. Justement, vous aviez été en colère l'année dernière lorsqu'après l'attentat, quelques jours après, il y avait eu on avait pointé, on avait constaté quelques dérapages racistes, une stigmatisation de la population musulmane dans votre ville de Nice. Pour vous, ce n'est pas l'image et ce n'est pas la réalité de ce qu'on a connu dans votre ville. Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méfiance entre les communautés aujourd'hui, chez vous? À Nice, il n'y a eu aucun dérapage raciste. Ce sont de fausses images qui ont été transmises. Je l'assure, je le garantis, et d'ailleurs la cérémonie œcuménique qui aura lieu ce matin en attestera. Vous savez, dans une ville de 360 000 habitants, lorsque l'on voit le nombre d'enfants, de femmes, d'hommes qui ont été touchés, il n'y a pas un seul Niçois de quelque condition sociale, de quelque confession qui soit. Dans chacune de nos écoles, par exemple, où chacun ne connaisse pas l'enfant qui a laissé sa vie et où toutes les familles se retrouvent soudées. Il n'y a pas un seul Niçois qui n'ait de près ou de loin une relation qui n'ait été frappée. À partir de cela, ça crée du respect, ça crée de la dignité, ça crée de la solidarité. Non, il n'y a pas eu d'acte raciste. Ceci, ce sont les commentaires extérieurs à notre cité. Notre cohésion a été renforcée, bien au contraire.
Et je veux dire aux Niçois combien je suis fier d'eux. Aujourd'hui, le président Macron sera présent, mais aussi ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est un climat d'unité nationale qui doit prévaloir, un petit peu éloigné de ce qu'on avait connu aussi après l'attentat l'année dernière, où vous-même aviez stigmatisé notamment l'action du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les polémiques en quelque sorte? Vous comprendrez que ce 14 juillet doit être exclusivement le moment de l'unité. J'ai dit des vérités et en même temps elles seront utiles, très utiles, parce que les seuls qui devront dire réellement ce qu'il en est, et déjà elles commencent à s'exprimer, c'est la justice. Mais si je n'avais pas pris ces précautions, est-ce que la justice aurait entre ses mains tous les éléments pour que soit donnée cette vérité que nous devons aux familles? Donc aujourd'hui, ne comptez pas sur moi pour revenir là-dessus. Je sais une seule chose, c'est que la présidence des présidents Hollande et Sarkozy, qui eux-mêmes ont eu à faire face à des moments extrêmement difficiles sous leur présidence, et surtout aujourd'hui, la présence parmi nous du président Emmanuel Macron, qui dès ce matin délivrera un message depuis les Champs-Élysées. Eh bien, voyez-vous, ce 14 juillet, qui est le symbole de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et il y a 36 000 communes qui le célèbrent en France, mais c'est un peu Nice qui sera le lieu de la Bastille, le lieu de cette liberté à laquelle aspire notre pays et à laquelle certains ont voulu attenter l'année dernière, parce que lorsque la barbarie s'est abattue à Nice, c'était pour frapper la France, le 14 juillet 2016. Une dernière question, Monsieur Estrosi, merci d'y répondre brièvement si vous pouvez. Vous savez que beaucoup de victimes de l'attentat de Nice et d'autres attentats aussi regrettent la disparition du secrétariat d'État aux victimes. Est-ce que vous comprenez ce regret qu'elles ont aujourd'hui? Merci de nous répondre brièvement si vous pouvez. Elles ont eu une réponse, me semble-t-il, de grande qualité, mercredi, en répondant à la question de la députée de Nice, mon adjointe, Marine Brenier. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a indiqué qu'il désignerait dans la soirée, ce qu'il a fait, une déléguée générale interministérielle. L'interministériel, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour répondre à tous les aspects, à toutes les revendications, à toutes les attentes des victimes. C'est un geste fort du gouvernement qui était très attendu par les victimes. Eh bien, merci beaucoup Christian Estrosi. France Télévisions s'associe évidemment à la commémoration de cette journée d'hommage à Nice. C'est à vous, Laurent, et très bonne journée. À suivre, effectivement, les défilés en direct sur France 2, mais pas qu'à la télévision, Olivia, sur le net également. Oui, sur franceinfo.fr. Sur le site, vous pourrez suivre au plus près le défilé et notamment réagir et poser vos questions aux journalistes qui y répondront en direct. Vous pourrez également bénéficier d'un dispositif unique. D'un côté, vous allez suivre le défilé sur France 2, mais de l'autre, sur France Info, vous allez pouvoir devenir votre propre réalisateur en choisissant l'angle depuis lequel vous allez voir le défilé. Depuis la tribune officielle, depuis l'Arc de Triomphe, un char, une moto ou encore un hélicoptère. Il y aura également le compte Facebook France TV Info avec des vidéos à 360 degrés pour vous immerger dans le défilé. Voilà, un programme riche en compagnie de toutes nos équipes. Une très belle fête nationale à tous. Merci beaucoup, Olivia. Bonne journée.